C'est quoi un bien rentable pour toi, Dominique ? C'est quoi un bien rentable? Alors la question est très généraliste et tous les investisseurs ne recherchent pas la même chose. Un bien rentable, ça peut être un bien qui rapporte un cash flow positif. Donc le cash flow, c'est une fois que le crédit est payé, il reste une somme positive qui permet de dépenser ou de réinvestir. Ça, c'est une approche, c'est dire je veux que les loyers me rapportent plus que le coût du crédit. On va dire que c'est rentable. Là, on parle du rendement. Maintenant, j'ai régulièrement aussi des acheteurs, des investisseurs qui me disent « Moi, je m'en fiche de la rentabilité, j'ai 5 ou 6% de rendement, c'est largement suffisant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est acheter un immeuble ou un appartement ou une maison dans un quartier où je sais que les prix ne vont jamais baisser et quand je vais revendre dans 10 ans, ils auront pris de la valeur. » Donc là, on parle de rendement. Le rendement, c'est la différence entre le prix de vente quand on revend et le prix d'achat. Dans les deux cas, c'est rentable. On peut avoir du cash flow positif et en même temps de la rentabilité parce qu'on va revendre au bout de 10 ans ou au bout de 20 ans plus cher. À Mulhouse, où on se trouve, si on achète un appartement à 200 000 euros, le même appartement à Paris vaudra 1 million d'euros. Pourtant, à Paris, il y a des personnes qui vont l'acheter. On ne peut pas, à Paris, appliquer les prix de Mulhouse et à Mulhouse, on ne peut pas appliquer les prix de Paris. C'est parfois l'erreur de certains vendeurs qui disent « Comment ça, vous vendez mon appartement à 200 000 euros, mais à Paris, il vaudrait 1 million ?» Mais oui, mais on n'est pas à Paris. Le marché est toujours un marché local, donc on ne peut pas comparer avec les villes autour. Donc un bien rentable, il faut l'apprécier dans la ville même. Un bien peut être rentable à Paris, il peut être rentable dans une autre ville, mais ce n'est pas la même rentabilité. Et pour toi, un bien rentable, tu l'apprécierais comment? Vu que je fais principalement que de la location saisonnière, des rentabilités j'ai déjà eu des rentabilités à 45 voire 50%. Le fameux appartement que je t'ai vendu par la suite, que je regrette toujours. C'est vraiment un truc propre à chacun des objectifs différents. Il y a des personnes qui vont se contenter d'être entre guillemets rentables avec l'autofinancement, des personnes qui vont envisager une rentabilité sur 6%, etc. etc. Il m'est arrivé un jour un investisseur qui m'a téléphoné parce que je vendais un immeuble et donc il m'a appelé, il me dit écoutez votre immeuble il m'intéresse pas, il est trop cher. Je lui ai dit bon d'accord, par rapport à quoi? Mais par rapport à mes critères, trouvez-moi une bonne affaire. Je lui ai dit ok, c'est quoi pour vous une bonne affaire? Et il est monté dans les tours en me disant mais vous savez très bien ce que c'est une bonne affaire, je vais pas vous l'apprendre, vous êtes du métier, trouvez-moi une bonne affaire. J'ai dit écoutez, moi la bonne affaire, il y a autant de bonnes affaires que d'investisseurs, dites-moi ce que c'est une bonne affaire pour vous. Et il n'a pas voulu me le dire. Donc, il ne savait peut-être pas quoi répondre. Il ne savait pas lui-même, mais c'est ça, c'est-à-dire trouvez-moi une bonne affaire. Il m'est arrivé aussi de trouver une super affaire pour un investisseur qui m'avait demandé une bonne affaire, donc c'était un parking, il était vraiment pas cher, il était donné le parking. Il s'est méfié parce que pour lui c'était pas assez cher, il dit l'affaire était trop bonne, c'était juste une bonne affaire. J'avais vendu un appartement avec plusieurs places de parking, on avait détaché les places de parking pour pouvoir baisser le prix de l'appartement, j'avais vendu plusieurs parkings, mais il m'en restait un, il était à quelques milliers d'euros, et cet investisseur qui disait écoutez moi à ce prix là, moi j'achète, je lui ai proposé non mais ça cache quoi, quel est le problème? Donc la bonne affaire, ça peut aussi être mal compris par l'acheteur qui est novice. D'une personne par exemple qui a eu un mauvais retour d'expérience dans l'immobilier, prenons le cas d'une personne qui a perdu de l'argent, elle réalise par la suite une plus-value dans l'immobilier, pour X raisons, je sais pas, il a acheté un appartement avec travaux, il a acheté un appartement sous le prix du marché, c'est une vente forcée, peu importe, même si c'est un bénéfice de l'ordre de 5 à 10 000 euros, peut-être que pour lui c'est une bonne affaire, alors que on est capable dans l'immobilier de faire au-delà et bien au-delà de 5 à 10 000 euros de plus-value sur un achat-revente par exemple. Donc là on ne parle pas forcément de location. Sur un principe d'achat-revente, je ne vais pas forcément considérer une revente avec un bénéfice de 10K comme étant une bonne affaire. Je vais avoir un critère de base qui est de voilà, si je revends un appartement, donc toujours en prenant en considération la localisation, où est-ce que tu as acheté ton appartement, etc. etc. J'en veux au minimum 30 000 euros. Si je te prends l'exemple à Mulhouse, tu achètes un appartement environ 50 000 euros, bon, tu fais à peu près 15-20 000 euros de travaux, tu le revends avec à peu près 25 000 euros de marge. Si tu fais la même chose à Nice, par exemple, le prix au mètre carré qui est beaucoup plus haut, tu achètes du coup beaucoup plus cher, mais la marge, la plus-value, elle est beaucoup plus importante qu'à Mulhouse. Mais pourtant, on parle de la même chose, c'est un appartement, une rénovation. Je regarde régulièrement des annonces de biens dans le centre de la France, en Indre-et-Loire ou dans ces secteurs-là, où les prix sont vraiment très très bas.
là-bas, on a énormément de maisons à moins de 100 000 euros. Donc forcément, 100 000 euros, c'est pas qu'elle est pas chère, c'est le prix de là-bas. Ouais, c'est ça. Donc si on l'achète à 100 000 euros, parce qu'on compare avec d'autres villes où c'est beaucoup plus cher, on l'achète à 100 000 euros, on la rénove, on veut la revendre, eh ben on fera pas une super marge parce que c'est les prix là-bas. Si elle est vendue à 100 000 euros, c'est qu'elle vaut 100 000 euros. J'entends parfois dire j'ai acheté un bien trop cher. C'est quoi un bien trop cher? Ça veut dire quoi, j'ai acheté un bien trop cher? Un bien trop cher, j'aime bien dire souvent que c'est un bien qu'on n'a pas forcément négocié à l'achat. Parce que je pars du principe que une négociation, la pire chose qui peut t'arriver dans une négociation, c'est qu'on te refuse ta proposition. À part prendre un non, tu risques rien. Donc en partant de ce principe-là, personnellement, je négocie automatiquement tous mes futures acquisitions. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand tu es investisseur, faut pas avoir de coup de cœur en fait. Si tu as un coup de cœur pour un appartement, ça va être beaucoup plus facile pour toi d'accepter le tarif du vendeur parce que justement tu as eu ce fameux coup de cœur. Dans l'immobilier, je pense que c'est quelque chose à bannir. Ça ne doit pas exister parce qu'on parle principalement d'argent, de rentabilité, mais ce qu'il faut considérer en amont, avant toute chose, c'est vraiment ce que ça dégage. Est-ce que ça s'autofinance? Il faut savoir qu'un bien qui s'autofinance, de manière générale, on peut faire un ratio simple. Si tu es à peu près à 6%, ton bien est autofinancé. C'est à peu près la moyenne de calcul, peu importe que tu achètes à Paris, à Lille, etc. etc. Si tu es environ à 6%, c'est de l'autofinancement. En dessous des 6%, on commence à y mettre de sa poche. Un bien trop cher, c'est un bien qu'on ne négocie pas. Et un bien trop cher, c'est un bien où également tu peux avoir les travaux qui te coûtent plus cher que ce que tu pensais à l'origine. Presque obligatoire de connaître le prix du marché, de savoir qu'est-ce que ça coûte pour que tu puisses anticiper le jour de la visite le montant des travaux pour la rénovation de l'appartement. Je vais prendre le contre-pied volontairement concernant la négociation parce que tout le monde parle de négociation. Négocier, ça veut dire, si on me dit non, j'achète pas. C'est l'offre et la demande qui fait le prix. Si un appartement que personne ne veut, on va vraiment pouvoir négocier son tarif et parfois personne n'en veut pour des raisons qui nous sont étrangères parce que nous, on voit ce qu'on va pouvoir en faire. De la division ou alors de la location courte durée ou trouver des moyens de rentabiliser davantage. Quand personne ne veut l'acheter, du coup, on peut négocier parce qu'il peut être en vente depuis 6 mois, 1 an, et là, on aura, sans avoir besoin de beaucoup insister, la possibilité d'avoir une remise. Par contre, si c'est un appartement qui est au prix du marché déjà et qui génère 10 visites le premier jour de commercialisation, le soir même il est vendu, je vois parfois des investisseurs qui disent oui, mais là, je veux négocier parce que j'ai appris qu'il faut négocier. Vous pouvez essayer de négocier. Mais j'ai un acheteur, donc le prix ne sera pas négocié, quoi. Si demain tu as un appartement qui est en dessous du prix du marché, ça va être très compliqué pour toi de faire cette bonne affaire, entre autres. Pourquoi? Parce que en fait, il y en a 50 derrière. Exactement. Ça m'est arrivé à maintes et maintes reprises qu'on m'appelle, qu'on me dise voilà, j'ai une super affaire, machin, etc. C'est pas encore diffusé, viens la voir, etc. Avant tout le monde. En fait, quand tu arrives sur place, il y en a déjà 50, puisque l'agent immobilier il aurait dit ça à ses 50, ses 50 investisseurs. Comment est-ce que tu obtiens cette bonne affaire? C'est pas compliqué. Tu as le cash tout de suite, parce que faut comprendre l'intérêt de chacun. Un agent immobilier, il sait que ça va se vendre comme un petit pain. Donc, du fait que ça se vende comme un petit pain, il peut choisir n'importe qui. L'agent immobilier, s'il a en face de lui un potentiel acquéreur avec les fonds disponibles, donc tu disposes d'un mandat, ce que tu souhaites, c'est le vendre le plus rapidement possible pour récupérer ta commission le plus rapidement possible. Jusqu'à là, il n'y a aucun problème, c'est quelque chose de tout à fait normal. Évidemment, ce que je préfère, c'est avoir la garantie de celui qui a le financement. Donc, celui qui a le cash a toujours une marge d'avance, mais on a dit qu'on pouvait investir à crédit, donc ça suffit pas. Par contre, le fait de vendre vite pour toucher ma commission, bien sûr, mais ma commission, si je la touche pas ce mois, je la touche le mois suivant. Ce qui se passe surtout, c'est que les vendeurs s'impatientent très vite. Quand un bien n'est pas vendu, au bout d'un mois, ça va, au bout de 2 mois, ça va encore, au bout de 3 mois, ils peuvent envisager de résilier le mandat. Mon intérêt est de vendre le plus vite possible dans l'intérêt des vendeurs, mais à leur propre insu, parce qu'ils savent pas au départ, ils disent non, on a le temps, ils ont tous le temps, et puis ils s'impatientent très vite. Et surtout,
Le bouche-à-oreille est positif. Quand je vends rapidement, ils sont très contents, ils en parlent autour d'eux. Donc ça, c'est important. Le cash permet de contrôler tout ça. Par contre, si le bien vient d'être mis sur le marché, les vendeurs qui voient qu'il y a beaucoup de demandes ne vont pas être enclins à négocier le prix. Au bout de quelques mois, à partir du moment où j'ai toujours le mandat, là, je vais pouvoir dire, écoutez, là, j'ai quelqu'un qui paye cash, qui fait une offre à un tarif plus bas, mais on est sûr d'être payé et c'est vendu. C'est vraiment dans certains cas que les vendeurs sont prêts à négocier le prix tout de suite parce qu'au départ, lui, il pense qu'on est au bon prix, il nous confie pas un mandat pour dire, bon, ben, je veux 100 000 euros, mais si vous avez une offre dès demain, je lâche à 80 000, à ce moment on met à 80 000 tout de suite et c'est vendu dans l'heure. Un bien rentable, il y a le bien de rendement, il procure des loyers ou des revenus de location saisonnière, et le bien patrimonial où là on a moins le souci du rendement, mais on se dit il va rester dans la famille, il va prendre de la valeur au fil du temps. C'est les deux distinctions majeures. Après le reste c'est le jeu de la négociation et on va faire plein de vidéos là-dessus. Ça correspond toujours à des stratégies différentes et à des âges différents. C'est sûr que quand on commence tôt, si on veut avoir du rendement rapidement, on veut une rentabilité maximum tout de suite, ce qui va nous permettre après, quand on aura de la rentabilité et qu'on pourra vivre de nos loyers si c'est ce qu'on souhaite, après acheter des biens patrimoniaux qui vont rapporter moins de loyers, mais ça sera des belles bâtisses avec des belles pierres qui vont prendre de la valeur au fil du temps. Qu'est-ce qu'un bien rentable pour toi? Pour moi, un bien rentable, c'est un bien à la fois qui rapporte un loyer qui couvre l'échéance du prêt et qui en même temps s'apprécie dans le temps. Il faut les deux. Et là, je dors vraiment tranquille.